Dans l'édition numéro 11461 du 27 octobre 2017 du journal à capitaux publics Cameroun Tribune, la nouvelle de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens suscitait plus qu'une vague de joie dans l'ensemble de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC en abrégé. C'était acté, la Guinée équatoriale venait de lever le dernier obstacle qui bloquait le processus. En effet, en application de l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation en Afrique centrale, ce pays a entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la CEMAC, ce qui en principe devait se traduire par une acceptation des uns et des autres, comme le recommandent les bonnes règles, les bonnes pratiques sociétales africaines. Mais ça, c'est visiblement dans les écrits, tant les faits de ces derniers jours donnent d'observer des déportations à la trempe des Camerounais de la Guinée équatoriale vers leur terre natale qu'est le Cameroun. On est bien d'accord qu'un événement qui survient plus d'une fois au-delà des statistiques devient un phénomène. Et ce soir, nos panélistes passeront au scanner l'expulsion du 21 avril dernier de 231 Camerounais du territoire équato-guinéen. Autre fait majeur qui mérite qu'on s'y attarde, c'est des décès innombrables des Camerounais loin de leur patrie dans un conflit russo-ukrainien qui normalement ne les implique en rien. Toutefois, certains éléments de nos forces de défense de leur propre chef désertent les rangs comme un effet de mode d'entraînement, préférant mourir sous les couleurs russes. Y a-t-il lieu de s'en inquiéter quand autant de ressources disparaissent pratiquement gratuitement? On mettra un accent ce soir à parler aussi de ceux qui parlent des autres, c'est-à-dire la presse. Dans un contexte de célébration de la liberté de la presse, le journaliste est-il, au regard des faits documentés, véritablement libre au Cameroun? Telles sont là nos préoccupations pour ce soir. On imagine qu'elles sont aussi les vôtres. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Accent 237. De retour sur le plateau, accueillons nos panélistes déjà installés sur ce plateau. Président Bandakani, vous êtes un panafricaniste des premières heures. On pourrait peut-être dire que vous êtes même un des disciples directs d'Nkwame Nkrumah et entre autres. Président Bandakani, vous êtes le président du NMP, le nouveau mouvement populaire. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Accent 237. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. C'est ma maison. Donc je me sens très à l'aise ici. Même si ça fait un bout de temps que je ne suis pas passé chez moi. Rassurez-vous, vous serez toujours de la maison, parce que d'ailleurs vous êtes de la maison, comme vous l'avez dit vous-même. Je salue tous ceux qui sont attachés à ces médias, oui, qui impriment sa touche particulière dans le paysage médiatique. Merci. C'est une très bonne chose. Je salue le co-panéliste que vous allez présenter. Tout à fait. Une fois de plus, je vous remercie pour m'avoir invité. Merci, Président Bandakani. Vous avez parlé de co-panéliste, c'est l'occasion de le dire. D'ailleurs, il est un habitué de ce plateau également. Raoul Lemopi, c'est le secrétaire régional du SNAES pour la région du littoral. Raoul, comme je vous appelle affectueusement, Bombo, bonsoir et bienvenue sur Accent 237. Bonsoir Omonine, bonsoir au président Bandakani. Merci. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Vous savez, c'est toujours pour moi un honneur, un plaisir de répondre présent à votre invitation. Surtout qu'il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent et qui ont été portés à l'ordre du jour. Je profite aussi comme ça pour dire bonsoir à nos nombreux enseignants. Encore une fois de plus, mes condoléances à ma collègue, Madame Vekaïsi, qui a perdu son époux et qui sera portée en terre le 15, la semaine du 15 mai 2027. Une fois de plus, chers collègues et amis et promotionnaires, soyez forts, du courage. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Je suis sûr que Dieu vous trouvera, vous donnera des ressources spirituelles, n'est-ce pas, pour surmonter cette douleur que personne ne souhaite, n'est-ce pas, vivre. Alors, ils nous rejoindront également sur ce plateau. Il s'agit bel et bien de Clément Jo, qui est membre de la société civile. Il ne sera pas seul, évidemment. Raymond Biri, qui est quatrième, qui est adjoint au maire de Douala, quatrième, sera également avec nous. Lui qui est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et justement, une thématique qui a trait à la presse, elle ne manquera pas de faire intervenir les hommes de médias ou encore les journalistes, ces historiens du présent qui viendront justement nous faire un état de lieu de la situation en parlant de la liberté de la presse. Ceci étant, Hilaire Amokwe sera également avec nous par téléphone. Commençons ce débat. Président Bandakani, vous êtes un
panafricaniste. Nous l'avons dit et on se souvient justement que vous avez été pratiquement de toutes les luttes pour unir tous les Camerounais. Mais justement, l'un des faits majeurs qui retient notre attention, c'est que le 21 avril dernier, il y a 231 Camerounais qui ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Et justement, l'information qui ressort, c'est qu'il n'y a eu aucune notification de la part des autorités guinéennes à leurs homologues camerounais. Du point de vue, notamment panafricaniste, comment décoder ce message qui est peut-être encodé dans cette énième expulsion? C'est déplorable et c'est décevant. C'est décevant. D'autant plus qu'à l'entame de vos propos, vous avez soulevé l'enthousiasme qui a découlé de la signature. Tout à fait. D'abord en 2013, la Guinée équatoriale qui était réfractaire, et ensuite en 2017, la Guinée équatoriale qui valide. Mais entre 2017 et 2020, on a noté une première expulsion. Alors de 2020 à 2025, c'est pratiquement 4 expulsions qui se sont succédées. Finalement, mais ces efforts communautaires ne peuvent pas dissiper une réalité, qui est que les efforts communautaires sont toujours domestiqués par la prégnance d'un égoïsme national, qui souvent manque d'envergure au regard des enjeux. La dynamique, c'est le panafricanisme. oui. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir entre Africains. Il faut ouvrir des frontières. Il n'est pas question de faire comme si il n'y a pas d'intérêts nationaux. Mais ces intérêts nationaux ne sont pas en mesure de faire le poids face aux enjeux globaux qui s'imposent à nous. Oui. C'est connu. Donc, il faut très bien articuler les intérêts nationaux et les intérêts communautaires et les intérêts globaux. C'est ça le panafricanisme. Donc, c'est j'étais très déçu. Je n'étais pas surpris parce qu'il y a une espèce d'épidémisme à la limite même réactionnaire que nous constatons chez nos frères équato-guinéens qui se comportent à l'égard des Camerounais, pour ne citer que les Camerounais, d'une manière bizarre. Pour rester poli, bizarre. Oui. Parce que ces expulsions sont sauvages. Sauvages, violent les règles diplomatiques. Tout à l'heure, vous avez convoqué l'absence de notification. Tout à fait. Se traduisent par des exactions inacceptables qu'on fait subir au Camerounais. On débarque chez vous un matin, on vous fait sortir, vous perdez tout ce que vous avez construit. Tout à fait. Parce que justement, les personnes expulsées ont fait mention de ce qu'elles-mêmes n'ont eu aucune notification et elles sont parties visiblement manu militari, laissant derrière eux tout ce qu'ils avaient. Tout le bien. Et ce n'est pas la première fois, et ça semble finalement devenir une espèce de mafia. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, que les Équato-Guinéens peuvent constater que non, voilà, le Camerounais est installé, il a des biens, etc. Mais il suffit d'une altercation. Oui. Et c'est terminé. Vous subissez une explosion manu militari et vos biens disparaissent. Alors, Président Bandakani... C'est inacceptable. Alors, c'est justement inacceptable. Inacceptable. On a envie de vous poser la question. Vous, en tant que panafricaniste, dans l'âme et pratiquement dans le sang, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les États du Sahel, l'Alliance des États du Sahel, avec le Burkina Faso, le Mali et bien évidemment le Niger, qui ont réussi à enlever ces frontières naturelles, surpasser ces frontières naturelles pour ne faire qu'un. Parce que, disent-ils, on n'a pas peur d'un individu, mais on a peur d'un groupe. Donc, forcément, on n'a pas peur d'un pays, mais un groupe de pays, ça fait un peu plus peur. Est-ce que la Guinée équatoriale n'a peut-être pas pris les leçons qui viennent notamment de l'AES? Non, il y a des atavismes, il y a des mauvaises habitudes qu'on a acquises et qui laissent croire, que bien, peuvent conforter dans l'illusion que Robinson Crusoe dans son île, c'est possible. C'est une illusion. Les processus panafricanistes sont irréversibles en Afrique. Aucun État ne s'en sortira s'il ne se met pas à la page panafricaniste. Oui. Je dis, bon, il ne s'agit pas de faire d'une Nkrumah sans Nkrumah. Il ne s'agit pas de dire que, bon, voilà, on fait fi des réalités nationales, on fait fi de la diversité géographique de l'Afrique. Mais l'évolution du monde ne laissera aucun choix aux dirigeants africains qui ne s'arriment pas à cette donne-là. Chaque fois qu'un État va aller seul,
à un moment donné, il sera coincé. Il sera coincé et il se rendra compte très vite il est entré dans un cul-de-sac. Donc ce n'est pas une supplication. On n'est pas en train de supplier les États de comprendre la dynamique qui est la conséquence de l'évolution du monde. Donc c'est un combat d'arrière-garde. La Guinée équatoriale ne peut pas s'extraire non seulement des obligations communautaires, mais de la dynamique panafricaniste d'ailleurs. Cette situation n'empêche pas qu'on salue le rôle que le président Obiang a joué dans le mouvement panafricaniste. Il a joué un rôle comme panier. Pour moi qui parle, il a soutenu ce mouvement. Donc vous voyez, c'est contradictoire. Tout à fait, parce que justement aujourd'hui, il se tire une balle dans le pied. Voilà. Le mouvement qu'on a défendu hier, dans les faits, ce n'est pratiquement plus la même chose. Mais qu'est-ce qui peut être la cause de ce déclic? Vous avez parlé entre autres des intérêts parfois égoïstes, entre autres. Non, c'est une vision du pays. Oui. C'est une vision du pays qui croit que la spécificité du pays, de la Guinée équatoriale... Est-ce que la manne pétrolière serait en train de rendre fou un tout petit peu nos frères équato-guinéens? C'est-à-dire parce que, bon, quand on essaye de comparer, c'est un pays qui est sur une manne pétrolière aujourd'hui et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui attire de plus en plus d'autres Africains et peut-être au premier chef, au premier rang, les Camerounais. Est-ce qu'on se dit peut-être que les autres, lorsqu'ils arriveront chez nous, ils viendront nous voler finalement ce qu'on a? C'est une question Président, que vous répondrez tout à l'heure. Alors, Raoul, le MOPI, on sait que tout est parti d'une altercation dans un marché. Et puis, après une altercation dans un marché, on a des Camerounais qui sont expulsés. Mais la question, est-ce que cela suffit? Est-ce qu'une simple altercation dans un marché suffit-elle à faire rapatrier des Camerounais? Et du coup, on a envie d'ajouter autre chose. Est-ce que si ce n'était pas les Camerounais, ça aurait été les Américains, ça aurait été les Chinois, qu'ils seraient autant rapatriés? Moi, je pense que le président Bandakani n'a pas voulu trouver ou bien dire le mot juste ou bien peut-être un peu fort pour qualifier ce qui se passe en Guinée équatoriale. Moi, je crois que... Encore qu'on a un philosophe sur le plateau, c'est tout à fait intéressant. On dit généralement que les nations ou encore les nations seront équilibrées lorsque tous les dirigeants seront philosophes. Est-ce que ces présidents-là ont manqué un peu de philosophie? Je tente de dire que ce qui se passe en Guinée équatoriale... je crois qu'il était fort, c'est ça? Il n'a pas peut-être été un peu fort. Ah bon? Mais je pense que dans l'expression, entendons-nous un peu, je crois qu'il faut dire qu'il s'agit véritablement de ce que je peux appeler un banditisme étatique. Banditisme. Un banditisme étatique qui est très bien organisé. Parce que lorsque vous vous rappelez les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, les exactions se sont produites, on ne comprend véritablement rien. Est-ce que le délit, par exemple, qui est posé par un individu imputable à sa communauté? Moi, je crois que c'est ça toute la question. Moi, je me dis que si l'État équato-guinéen n'a rien fait, si on s'en tient aux déclarations, n'est-ce pas, des personnes qu'on a chassées comme ça, là, comme des malpropres, c'est qu'en vérité, les dirigeants de cet État-là, je peux dire même un État insolite, parce que le pétrole ne peut rien expliquer, les dirigeants de cet État insolite, n'est-ce pas, cautionnent cette manière sauvage de se comporter. En fait, comprenons-nous bien. Si on s'en tient, n'est-ce pas, à tous ces textes qui clament un peu partout l'intégration sous-régionale, on s'étonne un peu de savoir que dans un pays comme la Guinée équatoriale, des Camerounais, n'est-ce pas, qui sont engagés dans la quête d'un mieux-être et qui, du fait de leur labeur, se trouvent, n'est-ce pas, en train de se donner les moyens de suivi. Un matin comme ça, sont chassés comme si en amont, il n'y a pas de recommandations entre États devant encadrer leur présence, n'est-ce pas, dans ces pays. Je ne veux plus dire frère, mais je pense que c'est un État voyou. Il faut qu'on le dise très bien. En fait, comprenons-nous très bien. Je pense que entre les États de la CEMAC, il y a des recommandations. Et je ne voudrais pas dire que ces recommandations, du point de vue du bon sens, devraient être des recommandations contraignantes. Au cas contraire, on estimerait que la rencontre, n'est-ce pas, de ces nombreux chefs d'État de la sous-région, des rencontres qui multiplient, et je peux dire chaque année, ou bien il y a des structures à partir desquelles, n'est-ce pas, à partir desquelles ces chefs d'État, n'est-ce pas, échangent. Ces rencontres, n'est-ce pas, seraient peut-être portées par des hypocrites,
des hypocrites qui, au même moment, n'est-ce pas, sont les acteurs de ce qu'on peut appeler une diplomatie amorphe. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun a été un peu mou, si vous permettez l'expression, parce que ce n'est pas la première fois que les dirigeants équato-guinéens, n'est-ce pas, prennent sur eux, n'est-ce pas, de chasser, de refouler les Camerounais. Vous savez que le problème que pose cette manière de se comporter est au-delà de la question de l'intégration sous-régionale, mais beaucoup plus la question des référentiels et des normes minimales consensuelles à partir desquelles, n'est-ce pas, les États peuvent décider de se mettre ensemble. Moi, je pense que l'intégration par le sommet, ou bien l'intégration par décret, n'est-ce pas, peut rencontrer dans la pratique, c'est-à-dire dans les peuples, des obstacles à la mise en application. Mais justement, le problème que vous posez, on se serait attendu à voir le contraire, parce que justement, les frontières géographiques ne sont que des décrets administratifs, étant donné que dans la plupart de ces pays, on a de part et d'autre d'une frontière, pratiquement, du point de vue anthropologique, les mêmes peuples. On devrait, en principe, s'attendre à ce qu'il y ait une certaine adhésion, une compréhension. Non, on peut avoir dans les faits, n'est-ce pas, une proportion relativement égale. Du point de vue clano-linguistique des peuples de la frontière, n'est-ce pas? Mais cette proximité-là, ce rapprochement-là, n'est-ce pas, n'efface pas les replis nationalistes dont le président Bandakani vient de faire acte. Moi, je pense que dans la construction des éléments de la violence, n'est-ce pas, il y a aussi la construction d'un imaginaire qui nourrit parfois les traditions de la violence. Je prends un cas simple. Si vous prenez le sud du Cameroun et vous prenez le nord de la Guinée équatoriale et du Gabon, c'est des femmes. Tout à fait. Et si du point de vue communautaire ou clano-ethnique, on peut dire que c'est des frères, les velléités nationalistes peuvent effacer le visage de l'autre culturellement, et trouver, par exemple, dans des considérations qui n'ont rien à voir avec les identités claniques, les outils, n'est-ce pas, de la destruction de l'autre. Moi, je crois que c'est un peu à ce niveau qu'il faut se trouver. Et pour moi, comme j'ai commencé à le dire, il faut quand même que on pense au peuple. On pense au peuple, au-delà, n'est-ce pas, de ceux qui, institutionnellement, représentent les peuples. On pense au référentiel minimal. Parce que, regardez un peu, si avant n'est-ce pas, le rapprochement par décret, n'est-ce pas, de ces États-là, on avait commencé par définir les référentiels, n'est-ce pas, les référentiels ou bien les normes minimales à partir desquelles on peut accepter qu'un peuple se rapproche d'un autre, je dis bien institutionnellement, on serait moins enclin, n'est-ce pas, à ce genre de comportement. Si vous regardez un peu comment les choses sont passées dans l'Union européenne, vous allez vous rendre compte que les Européens n'ont pas d'abord commencé par se mettre ensemble avant d'édicter les lois à partir desquelles, n'est-ce pas, ils vont cohabiter. Ils ont d'abord défini un cadre normatif et institutionnel, de manière à ce que ceux qui choisissent, n'est-ce pas, d'intégrer l'Union européenne doivent ajuster par exemple leur économie à ces normes, ajuster leur éducation à ces normes, ajuster leur pratique démocratique à ces normes, ajuster même leur pratique diplomatique à ces normes. Or, qu'est-ce qu'on observe dans la CEMAC? Dans la CEMAC, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il s'agit comme ça là, d'une méta-société qu'on a fabriquée. Une société par décret. Une méta-société, c'est-à-dire une société comme ça là, qui se positionne comme au-dessus de la société réelle et qui semble prendre des décisions pour l'ensemble de la société globale dans lesquelles les individus ne se reconnaissent pas. On aurait plutôt pensé que si les normes avaient été par exemple définies, un pays comme la Centrafrique, je serai un exemple simple, un pays comme la Centrafrique pouvait par exemple ajuster son économie par rapport au référentiel minimal, son éducation, sa diplomatie, sa démocratie par rapport à cela, et peut-être peut se mettre dans un processus de coopération avec le Cameroun, de manière, n'est-ce pas, à susciter chez les autres pays qui ne veulent pas s'ajuster le désir de normer leur rapport et peut-être d'intégrer les choses que ça se construit positivement. Je vais chuter. Vous savez, c'est une petite boutade en passant. Vous savez que pendant notre pèlerinage appelant les Camerounais à s'inscrire sur l'île de l'électorat, je vais vous faire quelque chose qui va vous faire un peu peut-être rire vos nombreux téléspectateurs. Nous avons décidé, lors de notre première sortie, de nous rendre à l'extrême nord. Nous avons commencé par Pousseri, après nous sommes dit, nous avons commencé par Yagua, et nous sommes dit nous allons à Pousseri, dans le cas des inscriptions. Or, entre Marois et Pousseri, la route n'est pas
n'est pas fameuse. La qualité, tout le monde la connaît. Nous sommes rentrés par le Tchad, à Bongo. Nous avons emprunté une agence de voyage pour N'Djamena, parce que c'est à partir de N'Djamena que nous devions entrer à Koussiri. Ce qui se passe, c'est que, même en possession de nos passeports, à l'entrée de N'Djamena, on nous a fait descendre de la voiture, et on nous a interdit de présenter les passeports. Et quand on présentait les passeports, on devait payer plutôt 20 000 francs, au lieu de payer 10 000 francs pour conduire la route. Avec nous, c'est-à-dire l'un de nos accompagnateurs, qui faisait partie de l'équipe, n'avait ni passeport, ni carte nationale d'identité. Écoutez-moi très bien, il avait son récépissé de carte nationale d'identité, la photocopie d'ailleurs. Il avait l'attestation de perte de ce document-là. Le gendarme qui nous a contrôlés a plutôt dit que celui-là, il a regardé les papiers, il a dit celui-là, il a mission, que voilà son ordre de mission, et qu'il était la seule personne qui était en règle, que lui pouvait conduire, et que nous qui avons les passeports, nous devons rester là-bas. Au point où nous avons été obligés de ne pas nous soumettre à leur doléance pour continuer le voyage. Donc c'est pour dire quand même que ce qu'on appelle l'intégration sous-régionale, véritablement c'est une fumisterie. S'il n'y a pas des normes minimales qui peuvent, n'est-ce pas, organiser ces affaires-là. Alors, si on vous entend bien, c'est un processus qui a encore du temps pour véritablement être implémenté. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Raymond Biri, vous êtes maire adjoint à Douala 4, vous êtes universitaire, vous êtes tellement porté aux questions internationales, voire diplomatiques. On réalise justement que les Camerounais, pour plus d'une fois, ont été expulsés de la Guinée équatoriale. Et si on s'en souvient, le 25 avril dernier, le ministre des Relations extérieures, le jeune Bélan Bila, avait justement appelé notamment l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, M. Armando Côté, justement pour lui signifier son mécontentement. Mais c'est peut-être un appel de trop qui ne change rien. Alors, du point de vue diplomatique, comment est-ce qu'on interprète ça? En fait, d'abord, je veux saluer vos nombreux téléspectateurs. Merci. Je veux aussi saluer les panélistes qui sont sur le plateau et nous excuser pour le retard que nous accusons tout simplement. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci. C'est la première fois de venir dans les nouveaux locaux de Balafon. Que vous appréciez, on peut l'imaginer. Voilà. On était habitués de l'autre côté là-bas. Et donc, je souscris à tout ce qui a été dit ici. Vraiment, je souscris à tout ce que M. Lemopi et M. Banda Kagnon ont dit. Parce que quand vous regardez bien, quand on a un État et qu'on a un petit État, disons ça comme ça, petit du point de vue de la superficie, du point de vue de la population, on ne mène pas une politique protectionniste. Vous allez voir l'exemple, les plus petits États dans le monde se sont construits en mettant sur pied des mesures attractives pour faire de leurs États des hubs, ou parfois même donner de leur État comme siège de plusieurs organisations internationales, ou faire de leurs États des carrefours d'échange. Je pense à Singapour, je pense au Luxembourg, je pense au Qatar, je pense aux Émirats arabes unis. Quand je cite ces pays, ce n'est pas des grands pays, mais c'est des pays où tout le monde va aujourd'hui, soit pour les affaires, soit pour les réunions internationales, soit même pour discuter des relations commerciales ou diplomatiques en cas de conflit entre deux États. Tout ça, on trouve que c'est des États qui ont mis sur pied des politiques attractives. Mais nous ne comprenons pas le comportement de la Guinée équatoriale. C'est pour ça que je souscris à tout ce qui a été dit ici. Au-delà de la violation des recommandations de la CEMAC, tout simplement, il n'y a que le monde d'aujourd'hui est un brassage. Et comme le Mopi le disait, tout simplement, il y a des continuités culturelles entre le sud du Cameroun et la Guinée équatoriale, tout simplement. Alors, si c'est un orgueil du pétrole, disons ça comme ça, les Qataris, ils ont le pétrole, mais ils n'ont pas fermé leur pays. Avec ce pétrole, ils ont mis des mesures attractives pour que tout le monde vienne chez eux. Tout le monde aujourd'hui va au Qatar, tout simplement. Et donc, je ne comprends pas cette attitude. Maintenant, la réaction des autorités camerounaises est une réaction justement normale, pour revenir à votre question, qui s'inscrit dans le processus de résolution des problèmes dans les relations diplomatiques. Alors, Monsieur Raymond Biri, si on consulte quand même l'histoire, il se dit que le prédécesseur du président Paul Biya, rappelons que vous êtes membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est important. Alors, le prédécesseur de son excellence Paul Biya, face à ce type de mesures, utilisait justement d'autres moyens forts, un peu comme pour dire, si on passe l'expression du quartier, un comportement de chemise froissée
réaction du fer à repasser. C'est quand même de trop. Ces expulsions, est-ce que ce n'est pas une façon de mépriser jusqu'à une limite inacceptable les Camerounais? Est-ce que quelque part, il ne pourrait pas avoir, dans un ciel normal ou encore dans d'autres contextes, une réaction beaucoup plus énergique que celle qu'on est en train de voir, qui donne l'impression que, pour reprendre l'expression de M. Limopi, on a une diplomatie molle? Non, c'est-à-dire le contexte de l'époque de l'ancien président où au moindre bruit ou au moindre problème à la frontière, on faisait défiler des soldats, on fermait la frontière et tout. Il faut savoir que le monde a évolué. Aujourd'hui, les réactions même diplomatiques sont graduées. Vous avez vu qu'après cela, comme vous avez dit plusieurs fois, on a expulsé les Camerounais en Guinée équatoriale. Cette fois, le ministre des Relations extérieures a convoqué l'ambassadeur de Guinée équatoriale. Ça commence toujours par là. C'est-à-dire que c'est un processus qui va de manière crescendo, tout simplement. Quand il le convoque, s'il n'a pas des explications fondées à cet état de choses-là, lui, c'est-à-dire quand le dialogue, il n'a pas été convaincu par le dialogue de ce diplomate-là, à ce moment, soit il peut l'expulser, soit il peut rappeler notre ambassadeur. Là, il y a rupture, ce qu'on appelle rupture des relations diplomatiques, tout simplement. Mais justement, il est rappelé en 2025. Je dois rappeler que c'est un phénomène qui a commencé depuis fort longtemps. Il vous souvient qu'en 2020, on avait déjà vécu quelque chose comme ça. Entre 2020 et 2025, ça fait pratiquement 4 fois que cela arrive. Si le problème, ça monte, vous voyez un peu. Si le problème persiste, et si on n'arrive pas à trouver des solutions, et que ça perdure, après avoir rappelé son ambassadeur, il y a qu'on peut prendre des mesures de répression économique tout simplement. Ça veut dire que, je dis n'importe quoi, on peut avoir au port de Douala des produits qui sont destinés pour la Guinée équatoriale, on ferme tout simplement les frontières. On peut avoir des Camerounais qui investissent en Guinée équatoriale, on leur dit d'arrêter les activités, tout simplement. Mais la Guinée équatoriale est ouverte sur la mer, encore que vous le savez. Le Tchad tout récemment même d'ailleurs a essayé de contourner le port de Douala pour avoir quelques accords de partenariat avec N'Djamena, où un certain nombre de choses transitent désormais par la Guinée équatoriale. Est-ce que ces mesures, notamment portuaires, peuvent influencer autant que ça ce pays? Pour le moment, j'explique comment ça se passe. D'accord. C'est-à-dire qu'après le dialogue, l'appel de l'ambassadeur, si on n'a pas une solution, on rappelle son ambassadeur. Oui. Après cela, on prend des mesures de représailles économiques. Après, dans ces mesures de représailles économiques, on peut donc prendre des mesures fortes que tout le monde veut là, faire défiler, je sais pas, un détachement d'une brigade motorisée à la frontière et tout ça, envoyer des avions qui vont sillonner le ciel équato-guinéen et tout ça. Bon, c'est des mesures, mais pour le moment aussi, il faut savoir que, vous savez aussi, quand on a un grand pays, le monde est aujourd'hui conçu de telle sorte que ce n'est pas toujours par la force qu'on va vers les autres. Regardez tous ces grands pays du monde, regardez la Chine. Pensez qu'il n'y a pas des Chinois qui sont expulsés de Malaisie, d'Indonésie, ou ces pays voisins du sud-est là. Mais c'est qu'il faut mettre sur pied une politique de soft power. Le Cameroun n'a pas intérêt à utiliser toujours le bras fort. Étant 45% du PIB et la moitié de la population de la CEMAC, qu'est-ce qu'on a allé faire le bras de fer avec ces petits États-là? Quand on est aussi fort parfois, ce n'est pas toujours de montrer sa tigritude qui est la solution. Et puis cela s'inscrit même dans les principes de nos relations diplomatiques. La pacificité, le fait d'être pacifique avec ses voisins tout simplement. Bon, pour moi, le Cameroun n'a pas intérêt, bien que le monde semble aujourd'hui aller où les plus forts doivent manger les plus faibles. Mais je ne pense pas que c'est ce qui arrange. Raymond Berry, merci pour cette première prise de parole. Clément Joux, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Rappelons que vous êtes membre de la société civile. On connaît aussi vos déboires à un moment donné du point de vue politique, ce que vous avez vécu dans le Mongo, mais on n'en reparlera pas ici, peut-être dans le cadre de notre programme. Alors, Clément, cette situation, elle cristallise les attentions pratiquement de tous les Camerounais. Alors, membre de la société civile que vous êtes, quelle lecture que vous avez faite notamment de cet événement? Un événement qui dure déjà depuis des années. Bonsoir déjà à mes copanélistes et merci de m'avoir invité. Nous avons un problème en Afrique centrale. Le problème de l'Afrique centrale, c'est que le Cameroun étant la locomotive de l'Afrique centrale ne fait pas bien son travail. À quel niveau? Un petit pays comme la Guinée équatoriale, où à l'époque, il y avait une boulangerie qui s'appelait BR, où les Guinéens venaient prendre du pain ici, où on allait livrer le pain là-bas, où tous venaient se soigner à la clinique Sopor. C'est pas possible qu'on soit en train d'expulser les Camerounais comme des chiens. Quand vous regardez la carte du Cameroun en 1916, vous constatez que c'était le ventre. La Guinée équatoriale, le Gabon,
c'était le ventre du Cameroun. Oui. Alors, si vous prenez la superficie de la Guinée équatoriale, ça ne vaut pas Douala 5, l'arrondissement de Douala 5 ou l'arrondissement de Douala 3. Douala 3 peut être 102 quartiers et villages. Seulement la population de Douala 3 est le double de la population de la Guinée équatoriale. On ne peut pas laisser qu'un pays comme ça insulte le peuple camerounais. Ce n'est pas possible. Rappeler l'ambassadeur, c'est une manière diplomatique, mais ça ne suffit pas. Est-ce que le président de la République ne peut pas prendre son téléphone et appeler son homologue et qu'il parle enfant? Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois. À un certain moment donné, on en a marre. Même quand on utilise les moyens diplomatiques, comme on est en train de faire, est-ce que pendant qu'on utilisait les moyens diplomatiques pour la pénurie de Bakassi, est-ce qu'il n'y avait pas l'armée sur le terrain? On a fait la guerre à Bakassi avant d'utiliser les moyens diplomatiques. Bien évidemment. Alors, à un certain moment donné, il faut qu'on appelle chat. Quelqu'un disait que, quelle qu'en soit la couleur du chat, l'essentiel, c'est qu'elle attrape la souris. On ne peut pas laisser que la petite Guinée équatoriale soit en train de réagir comme elle est en train de réagir. Nous avons des accords qu'on a signés en Afrique centrale pour la libre circulation. Pourquoi on ne peut pas faire comme les pays de l'Afrique de l'Ouest? C'est pas possible. On ne peut pas être dans un pays où vous voyez qu'on refoule des Camerounais comme une bande de bandits. On les refoule comme si ils avaient braqué une banque et que nous restons tranquilles. Et il y a les Équatoriens guinéens. Vous savez, Alors, la logique. Justement, est-ce que les Équato-Guinéens, notamment leur ordre dirigeant, a pensé notamment à des mesures pratiquement que le Cameroun aurait pu prendre s'il advenait que le Cameroun, fort de vivre cette situation plusieurs fois, décidait également de faire le même geste? Quelle pourrait être la conséquence du côté de la Guinée équatoriale? Est-ce que leur manne pétrolière les suffirait ou encore ils n'ont pas besoin d'autres pays? Non, ils ont besoin d'autres pays. Les petits pays comme ça, les petits pays comme la Guinée équatoriale, vous savez, pour que les petits pays comme ça évoluent, il faut qu'ils se rattachent aux grands pays, qu'ils ouvrent les frontières. Pas qu'ils se ferment. Ils peuvent faire du tri, mais qu'ils ouvrent quand même les frontières. Vous constatez tout simplement qu'un pays comme la Guinée équatoriale, avec tout ce qui se passe dans la sous-région de l'Afrique centrale, ils se ravitaillent chez nous. Les Guinéens se ravitaillent chez nous. Moi, je pense que le gouvernement camerounais aurait à rapatrier les Équato-Guinéens qui sont au Cameroun, qui sont dans une université. C'est la meilleure des méthodes. À un certain moment donné, quand les pays comme ça réagissent de cette façon-là, il faut réagir du tic au tac pour qu'ils sentent quand même qu'ils sont en train de nous blesser. Vous voyez le problème diplomatique qui s'est passé entre l'Algérie et la France. Vous avez vu la manière dont les Algériens ont réagi, vous avez vu la manière dont les Français ont réagi. C'est comme ça qu'on réagit en diplomatie. Vous expulsez, on vous expulse. Vous appelez, on appelle. À un certain moment donné, les gens ils peuvent avoir raison gardée. On ne peut pas être dans un pays où, quand Obiang, le président Obiang et le président Biya se rencontrent, et ils parlent le Fang. Et que géographiquement, il y a des ethnies, le Fang, géographiquement, il y a 3 pays dans la sous-région. Vous avez au sud les Fang, oui. Vous avez au Gabon, et vous avez également en Guinée équatoriale. Vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'on dit que les gens sont des frères et qu'on réagisse comme ça à son frère. C'est pas normal. Moi, je pense que ce que le jeune Bella fait, ça ne suffit pas. Ça ne suffit vraiment pas. À un certain moment donné, il faut taper le poing sur la table. Parce que les accords que nous avons signés pour la libre circulation en Afrique centrale, ça ne valent pas la peine. Pourquoi ? Parce que dans ces accords-là, qu'est-ce qu'on dit? Si vous entrez en Guinée équatoriale, au Gabon, au Centrafrique, il faut que vous ayez fait 3 mois sur le territoire et vous ressortez. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que les Guinéens, les Camerounais qu'on est en train d'expulser, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté le règlement? Non, effectivement, il y a des témoignages qui font état de ce que... S'ils n'ont pas respecté le règlement, ils le font donc en violation des accords qu'ils ont fait avec leur père. Est-ce que c'est normal? À un certain moment donné, il faut mettre ces gens-là sur les rails. Il faut les mettre sur les rails. Nous n'allons pas continuer à gouverner avec la diplomatie molle. C'est pas bien. Vous souscrivez quand même à ce que disait Raoul Lemopi, que nous avons une diplomatie molle? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pays qui récidive plusieurs fois. Une petite Guinée équatoriale qui récidive plusieurs fois. Un pays où ils viennent se former chez nous. Un pays où ils viennent se soigner chez nous. Un pays où ils viennent apprendre chez nous. Et après, nous, on estime que quand ils vont faire ça, on les regarde, c'est pas possible.
On ne peut pas accepter ça dans un pays normal. Merci Clément, merci. Justement, je crois qu'il y a certainement une réaction venant du président Bandakani, mais là, on peut peut-être questionner les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour à l'avenir éviter ce genre de choses, président Bandakani? Alors, du haut du panafricaniste que vous êtes, comment est-ce qu'on peut faire pour persuader notamment la Guinée équatoriale de ce que on est fort ensemble? Est-ce qu'on peut utiliser la méthode du vous rappelez, on rappelle, ou alors vous expulsez, on expulse? Raoul a dit que je ne suis pas parlé fort. Bon, je ne peux pas parler fort pour qu'il parle fort. Ils ont parlé assez fort. Donc ça fait une complémentarité qui est la bienvenue sur le plateau. Non, je pense que tout à l'heure, quelqu'un a convoqué l'ethno-transfrontalité, je pense que c'est Clément, qui régit les 3 pays. Tout à fait. Le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Peut-être c'est pour ça que c'est résolu comme ça. Peut-être c'est l'une des raisons qui explique ce type de le comportement de la diplomatie camerounaise. Parce que peut-être, comme les dirigeants parlent femme, bon, ils gèrent ça comme au village. Ce n'est pas exclu. Pour être plus sérieux, non, je pense qu'il faut toujours garder son calme. C'est important. Ce n'est pas... vous savez, souvent, le petit, qui est conscient que tu es plus grand que lui, peut faire beaucoup de bruit parce qu'il est conscient aussi que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que, bon, vraiment, je fais seulement le bruit. Je vais vous dire pourquoi. Nous sommes tous d'accord, hein. Je pense que c'est clair, on est tous d'accord que c'est un comportement inacceptable et inadmissible. Mais, vous savez, je crois, en 2019, je crois, 2017-2019, je crois bien, c'est dans les sources humaines habituelles de nos amis équato-guinéens les ont amené à vouloir élever un mur. Oui. Voilà. Ça a été réglé comment? Sans bruit, non. Ça a été arrêté, non. Sans bruit. Donc, je vous dis que bon, il y a des manières aussi de rappeler à quelqu'un sans faire de bruit, et le Cameroun sait faire ça souvent. On ne va pas... Je peux comprendre qu'au niveau du Cameroun, on ne fasse pas de bruit avec un voisin dont il nous est arrivé plusieurs fois de protéger, y compris la vie du président. Il faut qu'on se comprenne. On sait justement l'actualité qu'il y a eu, notamment de ce putsch qui a été, on va le dire, comment dire ça, ce putsch qui a été arrêté pratiquement à partir du Cameroun. Je vais vous dire, c'est même à cause, je vais vous dire comment notre voisin est compliqué. Il est compliqué, il faut qu'on le... C'est notre voisin, on ne l'a pas choisi, bon, on le gère comme ça. C'est à la faveur d'une interprétation, abracadabra en texte de ce putsch. Alors qu'on a protégé le président, on a sauvé le président, qui ont voulu lever le mur. Oui. À un moment donné, le président a corrigé sans faire de bruit, les a rappelés à l'ordre, ils ont arrêté ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gesticulations qui masquent, je ne voudrais pas arriver, c'est un pays, il faut qu'on le respecte, qui masquent un certain complexe. Donc nous devons rester sereins. On est un grand pays, on a une responsabilité sous-régionale qui nous incombe, on doit assumer ça jusqu'au bout, on gère ça. Quand j'ai dit ça, ça n'empêche pas qu'on le rappelle à l'ordre. Ça, on peut le faire sans crier. On a beaucoup de leviers sous la main pour les rappeler à l'ordre. Hein? Par exemple, le rapatriement des équato-guinéens, des mesures économiques, etc., diplomatiques, même sécuritaires-militaires. Donc, il y a plusieurs leviers sous la main pour le rappeler à l'ordre. Je pense qu'on sait faire ça sans faire du bruit. Parce que j'ai déjà eu à voir ça, on se les rappelle à l'ordre sans bruit. Il faut rapidement, et là on ne peut pas transiger, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tous les Camerounais qui ont subi des abus et des actions soient rétablis dans leurs droits. Récupération de leurs biens. Il faut qu'on évalue les biens, et ça c'est une commission camerounaise qui doit le faire. Si les Guinéens et les Guinéens veulent s'y associer, tant mieux, parce que j'ai écouté l'ambassadeur qui a présenté ses regrets. Qu'elle a été convoquée. Alors, même si le président c'est réglé, président, on sait quand même qu'à date, les bonnes sources font état de ce que d'autres personnes sont encore incarcérées dans les cellules, Je prends au mot. Tant que notre pays, vous savez, on a un problème là.
C'est-à-dire, nous, on peut crier sur le plateau, mais tant que notre État est dans la diplomatie, on doit faire avec. C'est ça le problème. Oui. Donc, je dis ceci. Mais il y a des choses qui ne sont pas négociables. Il faut que l'État du Cameroun s'assure que tous les Camerounais qui ont subi un préjudice économique et même moral soient rétablis dans leurs droits. Ça, ce n'est pas négociable. Si ce n'est pas fait, c'est un manquement grave de l'État camerounais. Je dis bien grave. C'est un manquement grave, intolérable de la part de notre État. Ça, c'est pas négociable. Donc, vous demandez des trucs à court. Là, il faut imposer ça. Et ça, c'est une commission mixte. Soit le Cameroun prend ses compatriotes, fait une enquête et exige de l'État guinéen des réparations claires et le traitement dans leurs droits. Tout à l'heure, Clément a rappelé les accords communautaires. Nos populations, la plupart des Camerounais qui ont été expulsés, mais ils n'ont commis aucun délit. Ils ne sont pas en situation irrégulière. Oui. Il faut rappeler ça. Tout à fait. Ils ne sont pas en situation irrégulière. Mais pourquoi ils subissent ça? Pourquoi? C'est à ce niveau qu'il faut être intransigeant. C'est à ce niveau qu'il faut montrer à nos amis équato-guinéens que non, ça ne joue pas comme ça. Il faut respecter les accords. Et qu'au-delà des accords, on ne joue pas avec les Camerounais comme ça. Parce qu'ils ont un État qui veille sur eux. Donc moi, c'est à ce niveau que j'insiste. Tous les Camerounais qui ont subi un préjudice, qui ont vu leur bien vandalisé, arraché. Tout à l'heure, il a parlé d'État voyou. Il ne faut pas qu'il pense que... je ne peux pas parler comme lui, non. Je peux dire ça comme toi. C'est du voyoutisme, c'est du banditisme quand un État entérine des comportements répétitifs. Dans le sens où ça ressemble, comme j'ai dit tout à l'heure, à une mafia. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on constate que les Camerounais, au bout d'un cycle, ont acquis des biens, sont installés, on organise une situation où on arrache tous leurs biens. Il faut savoir si ce n'est pas organisé et qu'il n'y a pas derrière des protections à un niveau très élevé. Donc c'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc à ce niveau-là, l'État camerounais doit être, je dis bien, intransigeant. On a les moyens pour le faire. Merci, Président. Merci beaucoup, Président Manakani. Alors, Raoul, je crois que là, on sera en train de faire le dernier tour de table parce qu'on va sortir du sujet. Est-ce qu'on a l'impression que l'État du Cameroun protège suffisamment ses ressortissants à l'extérieur au regard de tout ce qu'on est en train de vivre ces derniers temps? Et vous parlerez très certainement aussi des solutions qu'on pourrait proposer. Je crois que vous posez une question essentielle. Il faut d'abord se demander est-ce que l'État du Cameroun protège ses citoyens qui sont à l'intérieur du Cameroun? Je crois qu'il faudra commencer par nous-mêmes. Hein? On a eu suffisamment à parler de la Guinée équatoriale. Il faut qu'on essaie aussi de parler de nous. Pourquoi tous ces gens partent? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si on fait même l'inventaire des biens, vous pensez que la Guinée équatoriale est plus riche que le Cameroun? Du tout. Rien du tout. Du tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on pourchasse les Camerounais partout? Nous avons des communautés étrangères au Cameroun. Est-ce qu'on peut faire l'inventaire des Nigérians qui y a au Cameroun? Vous avez encore que la réalité fait état de ce que les étrangers sont même beaucoup plus forts au Cameroun que les Camerounais. Et oui, ça ne dérange pas les Camerounais. Vous voyez un peu. C'est-à-dire quand même qu'il y a un niveau de développement de la conscience intérieure et même de la conscience collective qui est quand même un peu élevé au Cameroun. Et je crois que cela est dû, n'est-ce pas, au niveau aussi de l'éducation. Et le Cameroun aussi a une histoire qu'il ne faut pas négliger avec les luttes, n'est-ce pas, de l'UPC. Vous savez, n'est-ce pas, où les gens comme Mounier, tout ça, ils sont décédés. Vous voyez? Donc il y a quand même une dynamique, n'est-ce pas, une sorte de dialectique du dedans et du dehors qui est très prononcée au Cameroun. Hein? Contrairement à cette affaire-là, quand vous regardez, moi je vous dis que vous pouvez me questionner leur niveau, n'est-ce pas, de développement intellectuel. Hein? Donc au-delà de ça, moi je pense aussi quand même que il faut que nos dirigeants s'asseyent et redéfinissent un nouveau contrat social avec les populations. Parce que c'est quand même très grave. Si on doit considérer que, n'est-ce pas, la masse de l'océan des chômeurs qu'on a au Cameroun, les politiques, n'est-ce pas, d'insertion sociale professionnelle qui sont inadaptées. Est-ce que vous savez par exemple qu'en 2002, au Cameroun, on avait 18 IPES, instituts professionnels d'enseignement supérieur, instituts privés d'enseignement supérieur. En 2024, nous sommes à pratiquement 250. 580. Mais pour quel rendu? Vous avez simplement observé le dernier concours de la police. De la police, ouais. Hein? Pour 2539 places, n'est-ce pas, disponibles, la police camerounaise, suivant ce que le DG lui-même a eu à dire, la police camerounaise a recensé 179 000 dossiers.
ça veut dire qu'on aura un pourcentage de réussite de 1,4%. Où vont aller les 98,5% des Camerounais? Donc il y a quand même un problème sérieux. Il faut qu'au même moment qu'on questionne ce que les autres font, qu'on essaie de se regarder dans le miroir et on se demande pourquoi les Camerounais fuient les pays comme la peste. Et je pense que le second sujet qui parle des Camerounais... Et justement, parce que vous avez parlé, vous avez parlé du second sujet, vous parlez du second sujet, je crois que vous nous donnez là la passerelle immédiatement d'y entrer, sans transition aucune. Et justement, vous êtes avec nous, on l'a dit, vous êtes porté aux questions internationales, Raymond Biri. De plus en plus, on note des Camerounais qui partent du Cameroun, et la plupart du temps, ils sont même soldats, c'est-à-dire déjà fonctionnaires, ou encore de l'armée camerounaise, qui ont un salaire à la fin du mois, mais décide de partir pour aller mourir sous les couleurs russes. Alors, vous, en tant que Camerounais, et surtout en tant que militant du RDPC peut-être, est-ce qu'on a fait le diagnostic au sein de votre parti? Alors, au sein de l'appareil gouvernemental, on a la chance que vous êtes également un élu local, donc vous prenez des décisions qui impactent la société. Je souris parce que M. Lemopi a fait la transition directement. Nous sommes tombés dedans. Je peux lui répondre. Oui, et je sais que tout à l'heure, il va me dire c'est parce que c'est la malgouvernance, il n'y a pas de boulot, il y a le chômage. Alors vous vous dites quoi? S'il le dit, s'il parle de la malgouvernance, Raymond Biri, vous dites quoi? Que ce n'est pas une malgouvernance? Déjà, de toutes les façons, j'ai la chance d'être modestement un maire qui quand même depuis 5 ans célèbre des mariages, pour apporter un petit argument contre ce qui va se dire. Oui. Et on a la chance qu'aujourd'hui, on fait des entretiens pour célébrer des gens. Du moins, nous, à Douala 4, ça veut dire si M. Xavier et l'on veut se marier, on le fait, on le passe un an. Pourquoi voulez-vous marier? Vous avez combien d'enfants? La relation dure depuis combien? Et on s'est rendu compte qu'à travers ces entretiens, en réalité, 80% des mariages qu'on célèbre, c'est des mariages pour partir. À but économique pour immigrer tout simplement, Canada, Allemagne, tout ça. Et on a décidé de ne plus faire ce genre de mariage. Et quand vous regardez les profils de ces gens qui s'en vont, voyez un jeune homme, il a 600 000 au mois. Beaucoup de mirage. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, et il a une petite amie, une promise, mais il dit que le pays est dur. Il a 600 000 le mois. Il dit que le pays est dur, il faut qu'il s'en aille. Il a moins de 30 ans. Ça ne se comprend pas en fait. Pour dire que ce n'est pas toujours parce que la malgouvernance, la pauvreté qui fait partie des gens. Moi, je connais cette réalité-là. Mais si vous parlez de 600 000, certes, c'est une réalité, mais est-ce que sur la balance, on peut trouver le nombre de jeunes qui au Cameroun ont 600 000? Parce que vous parlez de 600 000, il y a une part assez importante de ceux qui ont du mal, monsieur le maire, à trouver 30 000 francs de salaire. C'est ce que je dis que Xavier, pour dire que ceux qui partent, ce n'est pas parce que c'est les plus pauvres, c'est qu'il y a la malgouvernance. C'est des nantis qui partent. Non, c'est pas vous dis. Moi, je célèbre les mariages. Moi, je passe des entretiens au mariage. Il y a des gens qui viennent, monsieur le président Kani. Nous, on voyage parce que. Mais tu as un boulot là. Qu'est-ce que tu fais de ton boulot? Tu as 600 000, tu as moins de 30 ans. On ne te peut pas prendre un appartement de 300 000. Tu peux prendre un appartement de 150 000. Mais tu commences à construire ta vie. Et puis, tu es dans un boulot, tu as une perspective de carrière. Bon, ça, c'est une parenthèse pour tout ce qui va se dire tout à l'heure. Maintenant, revenons au vrai problème. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la dynamique des Camerounais, le goût au risque, la prise de risque que les Camerounais ont, le goût de l'aventure fait que je suis sûr que si on me dit qu'il y a un Camerounais sur Mars, je vais d'abord croire. Les Camerounais vont partout dans le monde aujourd'hui. Pas toujours à cause de la malgouvernance. À la recherche de quoi, selon vous? Vont chercher de la richesse partout. Quelqu'un me disait l'autre jour qu'il y a des Camerounais qui ont des immeubles au Canada. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pour C'est pas faux. Hein? C'est pas faux. Tout simplement. Voyez un peu. C'est pas un pauvre qui est parti d'ici pour faire des immeubles au Canada. Si, ça peut être un pauvre. Et donc, aujourd'hui, toutes ces grandes, on entre sur les questions internationales, toutes ces grandes nations, ces grandes puissances militaires aujourd'hui, en réalité, quand il y a des situations ou quand ils sont en guerre, ce n'est pas leurs soldats qui sont en première ligne. Toutes les nations, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ont mis sur pied dans leur politique de défense des politiques pour attirer ce qu'on appelle des légions étrangères, tout simplement. Plus souvent, on met en première ligne. Les États-Unis, ça ne s'est pas fait avec des étrangers, mais ça s'est fait avec l'entreprise Blackwater en Irak, en Afghanistan. Ils le font avec des étrangers, beaucoup d'étrangers. Où ils mettent... Non, c'est des entreprises privées qui recrutent des étrangers. Blackwater est d'abord américain. Vous voyez un peu. Et c'est ces gens
Ces latino-américains là, que pour la carte verte aux États-Unis, traversent la frontière et font l'essentiel des troupes de première ligne. C'est eux qu'on a massacré en Irak et en Afghanistan. C'est tout à fait pareil ce que la Russie fait. La Russie a mis sur pied des politiques de défense attractives pour attirer tout simplement de la chair à canon qui vont occuper les premiers. Et ces Camerounais, comme ils ont le goût au risque, comme ils veulent se chercher partout, et comme ils n'ont peur de rien, ben les Camerounais sont allés, les Camerounais se sont enrôlés, les Camerounais sont morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, je vous ai dit, ce n'est pas forcément la malgouvernance. Monsieur Lemopi va le dire, mon frère de droite va le dire, mais je sais que les Camerounais, ça, vous mettez un Camerounais dans un désert, il va fabriquer de l'argent. Je le dis souvent. Vous mettez un Camerounais dans un désert, il va fabriquer de l'argent. Et donc, disons tout simplement, c'est ces politiques attractives que ces États puissants ont mis sur pied. Parce que, voyez-vous, chaque jour, on regarde tous, on suit les médias, on nous dit, première puissance du monde, les États-Unis. Les Blancs eux-mêmes, quand on suit leur chaîne sans faire publicité, ils nous disent que la Chine a perdu près d'1 million de soldats, ou 500 000 soldats en Ukraine. Mais quand vous regardez les données statistiques, on vous dit que la Russie a 2 millions de soldats actifs. Mais vous dites, on ne soustrait pas tous ceux qui sont décédés en Ukraine là pour vous dire que c'est des étrangers, c'est des Kazakhs, c'est des Camerounais, c'est ainsi de suite, ainsi qui font en fait la première ligne tout simplement. Vous dites des Sud-Coréens, des Nord-Coréens même tout simplement. Bon, pour moi, ne mettons pas sur le coup de la malgouvernance. Disons-nous que les Camerounais ont le goût du risque, une aversion pour le risque. Et puis, comme ces pays ont mis sur pied des politiques attractives où tu peux gagner 5 fois comme ça, si tu prends un contrat d'un an au front, un contrat de 2 ans au front, et puis tu reviens au Cameroun, tu peux être millionnaire, pourquoi pas? C'est pour ça que... Merci, Raymond Biry. Clément Jou, alors les investigations que nous avons faites font état de ce que la plupart du temps, les Camerounais, parfois qui travaillent déjà dans les forces de sécurité et de défense, désertent, ils s'en vont. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a des sommes qui leur sont proposées. Parfois 2 000 euros le mois, ainsi de suite. Et ils laissent tout ça. Selon certaines indiscrétions, les sources dignes de foi, ce sont des chèques qui sont signés bien avant le départ. Alors, mais qu'est-ce qui peut expliquer, M. Clément Jou, ce désamour pour la patrie? Est-ce que quelque part, cette fierté camerounaise s'est évaporée? Est-ce que le camerounisme, passez-moi l'expression, est devenu évanescent pratiquement au point où il ne représente plus rien? Non, il faut dire que non seulement il y a la malgouvernance, mais c'est le mal-être. Vous ne pouvez pas être bien chez vous et aller toquer chez le voisin. Quand vous allez toquer chez le voisin dans la nuit, ça veut dire que vous avez un problème. Bon nombre de Camerounais cherchent l'équilibre. Les Camerounais ne sont plus équilibrés. Vous avez pris l'exemple des fonctionnaires ou des soldats qui partent. Combien de francs CFA ils ont comme salaire? Je veux dire n'importe quoi. Vous avez un inspecteur de police, il a 150 000 francs de salaire. Vous pouvez vivre au Cameroun, à Douala, avec 150 000. Le transport seulement coûte 350. Taxi, hein? Si vous voulez rationner une femme dans cette ville de Douala, c'est au moins 5 000 francs que vous essayez de manger quelque chose, une nourriture qui ressemble à quelque chose. À la fin du mois, ça fait 150 000. Vous voyez que... hormis les charges de loyer, Exactement. les charges de transport, les charges d'électricité. Quand les gens prennent le risque de devenir la chair à canon, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Alors, vous avez parlé justement de la question salariale. Est-ce que notre État n'a pas des ressources financières suffisamment épaisses pour pouvoir doter les Camerounais, notamment des salaires assez forts, du genre 400, 500 000? Parce que M. Raymond Biry parlait tout à l'heure des gens qui touchent 600 000. Mais il faut quand même mettre un petit trait pour souligner que la plupart du temps, c'est ceux qui travaillent dans les entreprises privées. Privées? Oui. Voilà. Quand il dit qu'il y a des gens, M. Biry parlait des gens qui touchent 600 000. Combien de Camerounais de 30-35 ans touchent 600 000 francs CFA? La majorité des Camerounais qui font les mariages et font l'immigration canadienne, c'est des pauvres, la majorité. Certains vendent leur terrain, certains parents vendent les maisons. Si un père peut vendre sa maison, rentrer au village pour faire partir son enfant, c'est parce qu'il n'a plus d'espoir. C'est la première des choses. La deuxième des choses, celui qui est ici au Cameroun, qui touche... Un pauvre n'est pas propriétaire terrien. Hein. Non. On est en métropole, s'il vous plaît. Non. C'est préjovatif. Hein. Métropole, c'est quoi? C'est préjovatif. Douala, c'est un village. Yaoundé, c'est un village. Bafoussam, c'est un village. C'est préjovatif, c'est ce que vous dites. Je voudrais tout simplement dire que ces gens-là
qui vendent leur terrain et qui envoient leurs enfants à l'étranger, c'est pour deux choses. Nous avons dans ce pays la reproduction du système. Une reproduction administrative. Du système. Parce que justement, Alors, on voit les enfants des autres qui le deviennent. Exactement. Certains se disent, pour que mon enfant ait la chance, comme nous avons encore le complexe de l'Occident, il faut le dire, si vous avez une licence, un diplôme qui vient de l'Occident, on vous met dans une entreprise pour être recruté, on va recruter celui qui vient de l'Occident. Et je sais de quoi je parle. Bon nombre de gens sont quittés de là, venir rencontrer des gens qui ont de l'expérience et ont arraché des postes. Parce que nous avons encore ces complexes-là, malgré que nous nous sommes battus ici pour être décolonisés. Vous comprenez? Alors, les gens ne peuvent pas se lever, les Camerounais ne peuvent pas se lever un matin et aller en aventure. Pourquoi il y a 30 ans, les Camerounais n'immigraient pas? Il y a 40 ans, les Camerounais n'immigraient pas. Ils étaient fiers de leur nation. Vous avez vu, il y a quelques mois, un jeune Camerounais qui s'est trouvé dans le rôle, qui s'est trouvé à Simalène, dans le rôle de l'avion parce qu'il voulait aller en Europe. Vous croyez que quand un Camerounais prend ce risque-là, c'est parce qu'il est bien chez lui? Qui s'est retrouvé dans les roues, vous voulez dire? Dans les roues, exactement, oui. merci. Et justement, il en est mort. Dans le train d'atterrissage. Dans le train d'atterrissage de l'avion. Il en est mort. Vous croyez qu'un Camerounais le fait, c'est parce qu'il est bien chez lui? Non. Vous croyez que quand un Camerounais va se passer pour Chéraka, non, c'est parce qu'il est content? Non. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre décemment chez vous et aller prendre ce style de risque-là. On le fait à un certain moment donné parce qu'on est dans le va-tout. On ne prend pas le désert parce qu'on veut. Regardez la majorité. Vous avez déjà compris, l'enfant de quelqu'un bien loti qui prend le désert. La majorité des enfants qui meurent dans le désert, c'est des enfants de pauvres. La majorité des enfants qui vont en aventure. Moi, je peux vous donner, la prochaine fois que vous me viendrez, je vous donnerai les statistiques. Les fonctionnaires qui sont partis, c'est les fonctionnaires qui n'avaient pas plus de 150 000 francs de salaire dans la fonction publique. Ils ont travaillé 10 ans, ils n'ont pas pu construire une maison, ils n'ont pas pi se faire l'outil. Quand ils sont malades, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se soigner. Parce que vous savez, un Camerounais, quand un Camerounais travaille, vous savez combien de personnes vivent derrière lui? Exactement. Il y a toute une famille qui attend. Exactement. Et vous ne pouvez pas donc être dans un pays où près de 80% des Camerounais vivent dans l'informel et vous pensez que les gens vont rester là à regarder. Il y a un problème de gouvernance profonde. Alors, M. Clément Joux, en 30 secondes, vous avez parlé de malgouvernance entre autres, mais on sait quand même que l'État fait face aujourd'hui à des réalités beaucoup plus difficiles. La période notamment de l'État-providence est partie. L'État ne peut plus tout faire pour tout le monde. D'ailleurs, c'est le discours qui est tenu en haut lieu dans les salons futrés. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui, du point de vue logique, tient quand même? Vous savez, vous avez dans ce pays oui, un premier ministre en prison, 3 secrétaires généraux, 17 ministres et 300 directeurs généraux en prison pour détournement de fonds. Quand quelqu'un détourne 52 milliards de francs CFA, c'est pour faire quoi avec? Sérieusement. Quand quelqu'un détourne 25 milliards de francs CFA, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais c'est la réalité. Nous sommes dans un pays où on ne parle de détournement qu'en milliards, alors que les Camerounais souffrent. Il n'y a presque pas de route. Vous avez, à chaque route, il y a un nid de poule. À chaque rue, il y a un nid de poule. Et pour parler justement du nid de poule, il y a des travaux confortatifs qui actuellement sont effectués sur la nationale numéro 5, mais on se pose la question, quelquefois, la route ne dure que le temps du chantier. À peine on a fait à gauche, le lendemain, c'est déjà pratiquement le même trou ou encore un autre trou qui s'est créé à côté, sans ajouter que les entreprises construisent et laissent expressément quelques trous. On n'arrive pas à expliquer. On reviendra à vous, Clément. Alors, Président Barakani, cette situation, elle semble agacer véritablement les Camerounais. Mais on a également noté un autre phénomène. La plupart des étudiants qui arrivent sont enrôlés de force dans les aéroports pour l'armée russe. Du point de vue international et même peut-être du point de vue du droit international, est-ce que ce n'est pas un peu trop de la part du partenaire du Cameroun qu'est la Russie? Enrôler les gens de force dans leur rang? Non, parce que c'est aussi une réalité. La manière dont ça se passe, les recrutements font que le difficile de les classifier sous le droit international humanitaire. Par exemple, oui. Généralement, ils vont dans des fronts comme étant des mercenaires. C'est du mercenariat. C'est du mercenariat. Du coup, ils ne sont pas protégés. Hein? Ah oui, ils ne sont pas protégés. Puisqu'ils n'ont aucun statut légal qui puisse les permettre de bénéficier d'une protection internationale.
C'est ça le problème. À ce moment-là, c'est l'État camerounais qui doit agir. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience un peu au niveau de Yaoundé. Ce n'est pas encore élaboré comme d'habitude. Mais on se souvient quand même qu'il y a une période de cela, c'était justement le 13 mars 2025, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assommo, avait donné ou encore mis sur la place publique un communiqué ou encore un message porté où il adressait notamment ce message au chef d'unité suite aux informations concordantes et dignes de foi faisant état des départs clandestins, éléments forts de défense et de sécurité, bien vouloir prendre en urgence toutes les dispositions appropriées en vue du contrôle resserré des effectifs dans les rangs. Fin de citation. Et justement, on sent que c'est une mesure qui est déjà en application, puisque effectivement, on a le commandant de Légion de gendarmerie du littoral qui a pratiquement suspendu les stages à l'international. Est-ce que c'est une mesure qui pourra quand même aider à ce qu'il n'y ait plus autant de désertion dans nos rangs, dans les rangs des forces de défense? c'est une réaction. C'est pas une mesure, c'est une réaction. Oui. Il faut qu'on aille plus. Le problème est plus sérieux. C'est pas avec ces mesures-là qu'on va empêcher les départs. C'est clair. Non, je dis, c'est un problème qui oblige à réfléchir sur la situation de nos forces armées en particulier, les éléments en particulier, mais l'ensemble du pays. Et c'est là que je voulais revenir pour prendre ma part, bien payer ma part de dette. À Raoul vis-à-vis de Raoul et à tous ceux qui m'ont précédé. Je pense que une chose est de faire des constats. Oui. Mais au niveau de l'explication, je pense qu'on va un peu trop vite, de mon point de vue. Le constat est clair. Il y a un mal-être, les horizons sont fermés, il n'y a pas d'espoir, les gens désespèrent du pays. Et puis il y a une misère et une pauvreté qui est galopante, c'est clair. Il n'y a pas dire ce que tout le monde sait. Mais comment on explique ça? Est-ce qu'on peut expliquer ça seulement par la mauvaise gouvernance? Est-ce que le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance? Dites-nous. Non, pas du tout. Le problème du Cameroun, c'est qu'il n'a jamais été un État libre d'être en capacité de s'occuper de ses populations en mobilisant toutes ses ressources. Mais on est pourtant un pays indépendant, président Malakane. Non. C'est un État néocolonial. C'est un État néocolonial. Un État néocolonial, ça veut dire quoi? Nkrumah a expliqué ça. Je vous envoie à lire le livre de Nkrumah sur le néocolonialisme. Il explique ça très bien, Nkrumah, le néocolonialisme. Il explique ça très bien. Lisez ça. Tapez sur Internet, vous allez lire ça. Vous allez comprendre que il faut être rigoureux donc quand on fait un débat politique. Parce qu'il y a beaucoup de manipulations où on va surfer sur les colères légitimes, mais pour ne rien proposer après. Pour faire la même chose. On a des problèmes sérieux. Il faut qu'on recoupe. Il faut que nous récupérions des leviers structurels qui permettent à un État de développer son pays. Quels sont ces leviers? C'est l'indépendance, c'est la souveraineté. C'est la maîtrise de tous les leviers économiques du pays. Vous êtes d'accord, vous tirez les conséquences. Vous ne dites pas que ce n'est pas la bonne gouvernance, parce qu'aucun pays au monde n'est bien géré. Les États-Unis sont le pays le plus mal géré au monde. J'espère que vous le savez. La France, actuellement, c'est la faillite. L'État français est en faillite. Il continue à bénéficier de l'argent parce qu'il est impuissant, parce qu'elle a une puissance. Ça, c'est ce que dit le directeur régional FMI Europe. Il dit que la France, si la France n'était pas impuissante, elle serait en situation plus pire que la Grèce. C'est-à-dire qu'on aurait soumis aux mêmes contraintes que la Grèce. L'Allemagne, c'est la faillite. On parle de quoi? Tous ces pays-là sont en faillite. L'Amérique n'en parlons plus. Donc, c'est quoi? Donc, la bonne gouvernance est un phénomène mondial parce qu'au niveau mondial, les États sont pris en otage par les lobbies de puissance financière, n'est-ce pas, qui gèrent l'affaire. Donc, ça se répercute chez nous plus gravement. Parce que quand ça allait mieux au Cameroun sous le président Idio, prenons l'exemple. On va aller plus loin. Donc, c'est quelqu'un comme Cézou, indirectement, il a convoqué ça. Il a dit la période de l'État-providence. Mais tous les économistes sérieux savaient que ça ne peut pas tenir. Tout le monde le savait. Que ça ne pouvait pas tenir longtemps. Ça ne pouvait pas tenir longtemps. Et d'ailleurs, je ne veux pas dire certaines choses aussi par respect pour mon État. Puisqu'on a bricolé même souvent pour tenir, pour tenir les lignes. On a bricolé. Il ne faudrait pas dire plus. Donc, pour dire qu'on a des problèmes, il y a des problèmes sérieux. Il faut qu'au niveau des solutions, on dise la vérité, qu'on attaque le mal à la racine. Nous ne sommes pas des États. Il ne faut pas rêver. On ne demande pas, écoutez, je vais prendre une image. Si un enfant, vous amenez, c'est-à-dire que 2 coureurs, 3 coureurs, vous les mettez au départ, il y a un qui a une blessure, qui l'a attaché, l'autre il a sous son pied
un problème très sérieux, et l'autre a ses 2 jambes. Vous demandez de courir. Et après, quand d'autres n'arrivent pas à courir, vous les insultez, vous ne valez rien. Vous faites l'impasse sur le fait que, dès le départ, ils ne peuvent pas courir parce qu'ils ont des problèmes au niveau de leurs pieds. Et qu'il y avait un autre qui était privilégié parce qu'il avait ses 2 pieds debout. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Des économistes, des hommes, des analystes sérieux ont prévu la situation des États africains il y a 50 ans. Allez lire Samir Amin, par exemple. Il n'est pas le seul. Ils ont prévu ça. Donc, le problème il est là. Nous n'avons pas de monnaie. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. D'ailleurs, il est interdit de produire. Nous ne fixons pas les prix de nos matières premières. Je veux vous dire, un pays comme la Libye s'est développé sur la base de l'extractivisme pétrolier et du gaz. C'est bon. Pourquoi? Parce qu'il avait réussi à négocier très bien. C'était un régime révolutionnaire. Il avait réussi à imposer 80-20%, 80-20% au major. Je prends l'exemple. Pour dire que même avec l'extraction purement des matières premières à l'état, si on fixait nos prix, on serait mieux. On serait mieux. Donc, le débat, il est là. La bataille, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'on a les outils aujourd'hui pour Oui, être plus concret? nous avons les outils. Justement, C'est pour ça que je ne suis pas africaniste. Nous avons les outils. Donc, et c'est la différence peut-être avec un téléphone avec mon frère Raoul. C'est que bon, une fois que j'ai vu les effets de ce mal qui est historique, ma demande n'est pas la sienne. C'est là où on se distingue. Moi, je suis pour la décolonisation radicale de nos sociétés. C'est ça le problème, il faut décoloniser nos sociétés de manière radicale. Oui. Donc, quand on va le faire, ben, on aura tous les leviers sous la main. Et à ce moment-là, on va voir si on peut poser le problème de la bonne gouvernance. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une colonie est mal gouvernée. Le principe d'une colonie, c'est d'être mal gouvernée. Le principe d'une néocolonie, c'est d'être mal gouverné parce qu'il y a des distorsions structurelles qui sont déjà créées par un ensemble d'accords secrets de coopération. Oui. Entre guillemets, on est produit quand on dit accords secrets de coopération, mais là, c'est du vrai banditisme, mon frère. Le vrai gangstérisme, le vrai brigandage, qui font que il n'est pas possible. Vous n'avez pas le levier sous la main. Deuxième chose. Il faut sortir. Et là, je vais aider monsieur le maire, même sens que lui. Le président dit que vous partez, d'autres viennent. Bon, je n'aurais pas dit ça à sa place, mais il a dit. Ça veut dire quoi? Nous qui restons là, c'est parce qu'on est désespérés. On peut aussi partir. Hein. Exactement. Nous avons les moyens de partir. Moi j'étais parti, je suis venu, j'ai les moyens de partir. Là, j'ai encore bien les moyens. Nous qui restons là parce qu'on ne peut pas partir. Il faut faire comme si ceux qui restent, c'est parce qu'ils ne peuvent pas partir. Non. On reste parce que notre pays a des ressources. Et qu'avec un certain effort, on peut réussir au Cameroun, la preuve. Prenez les Nigériens. Prenez les Maliens qui viennent d'ici chez nous. Ils viennent chez nous. Les Béninois qui viennent d'ici. Ils réussissent sous nos yeux. Tout à fait. Je suis à Nebel. Mon cher, moi, je suis à Nebel. J'ai vécu avec une génération de Maliens, de Nigériens. Je ne parle même pas des Nigériens. Tout à l'heure, tu as parlé de... on peut étudier la situation, hein. Parce qu'eux, ils sont moins pleins de patrimoine, mais ils seront 4 millions, 5 millions. Plus. Non, moi, je donne les chiffres officiels. Et ils ont créé pratiquement... Un quartier. Un quartier, ici, ils vivent ici, ils prospèrent. Ils prospèrent ici. Ils achètent droit. Et si vous les demandez, Ils ont créé un quartier. écoutez, si vous les demandez de rentrer au Nigeria, Ils peuvent plus. ils disent qu'ils ne parlent pas au Nigeria. Je dis, ce ne sont pas des Camerounais. Donc quand nous voulons faire un débat sur la question, il faut qu'on soit rigoureux. On a un fond de l'affaire. Moi, j'ai des générations de Nigériens que j'ai vécu à Nebel, des Maliens, qui sont arrivés chez nous extrêmement pauvres. Vous autres, c'est de quoi je parle. Je dis extrêmement pauvres. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, ils ont 3 maisons chez eux, 4 maisons chez eux. Alors, est-ce que c'est cette résilience qui manque au Cameroun? Non, ça veut dire quoi? Regardez les Chinois, les sons Nigériens et les Maliens. Vous allez dire que bon, peut-être oui. Comparaison n'est pas raison. Maintenant, prenons les Chinois. Allez voir les Chinois. Ils viennent ici, ils n'ont rien. En un temps record, ils sont multimillionnaires. Au bout d'un temps, ils sont milliardaires. Je vous dis, c'est un fait, Raoul. Je te dis. Je peux démontrer ça. Je démontre ça, c'est un pas de débat. Est-ce que les Chinois arrivent chez nous pour... Non, le problème... Oui, mais la plupart des Chinois qui viennent ici. Banda le sait. La plupart des Chinois... Non, excusez-moi. En tout cas, oui, rebondir. Banda le sait. Nous sommes un système... Nous avons hérité d'un système jacobin. Et c'est de la bureaucratie. On ne peut donc pas hériter d'un système jacobin où on forme les gens seulement dans la bureaucratie. Vous prenez des statistiques au Cameroun. Combien des enfants à la fin d'année sortent avec un bac A, bac C, bac D? C'est pourquoi faire.
Non, on dit la même chose. Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi je suis d'accord avec lui. La même chose. Je suis profondément d'accord avec lui. Merci. Je dis ça autrement. Oui. Alors, vous sortez par là en 30 secondes, Président. 30 secondes, oui. Le bas intéressant. Oui, c'est intéressant. Voilà. Quand j'appelle ça l'État néocolonial, je ne peux pas vous le spécifier. La formation, ce n'est pas l'école ça. C'est l'école coloniale dans laquelle nous sommes encore. C'est l'école coloniale. Donc, je suis seulement en train de montrer que, c'est-à-dire que débrouillardise contre débrouillardise, possibilité contre possibilité, je te donne les éléments qui montrent que nous qui restons, ce n'est pas parce qu'on est désespérés. Et que beaucoup de gens partent par désespoir, par illusion aussi. Beaucoup, par désespoir. Ne pas le dire, c'est avoir peur de le dire. Merci. Oui, parce qu'on veut faire une certaine forme de populisme. J'ai donné des cas concrets. Les Chinois, là, moi je vous amène. Vous savez, je suis un peu introduit dans cette communauté. C'est-à-dire j'ai des possibilités d'y entrer. Je les vois tous les jours. La plupart des Chinois qui viennent ici, mon cher Raoult, sont des pauvres. Hein. Ils n'ont rien. Vous ne verrez pas ici un Chinois riche et venir ici et faire dans d'autres formes. Mais allez voir comment en un temps record, ils s'enrichissent extrêmement, malheureusement aidés par la corruption de nos autorités administratives. Merci. Merci, Président. On revient. Qui ne protège pas les Camerounais et qui les laisse faire. Vous avez justement raison, parce qu'il se dit au quartier qu'un Chinois peut inquiéter un Camerounais au Cameroun. Alors, Raoult Lemopi, on revient à vous. Cette désertion massive que l'on note, on a parlé entre autres de quelques mesures. C'est vrai que le président Banakani a parlé de réactions prises par nos autorités de la défense. Alors, est-ce que ça peut avoir des conséquences énormes sur notre appareil sécuritaire au fur et à mesure que les gens partent? Est-ce que quelque part, on ne se montre pas désormais vulnérable à un ennemi qui pourra voir à quelle fréquence les rangs se vident? Non, avant de répondre à votre question, moi je voudrais dire, et j'ai d'ailleurs eu à faire ce débat avec le président Bandakani sur un autre plateau, moi je dis toujours que la colonisation, bien le néocolonialisme ne peut pas expliquer tout. Il y a d'abord les acteurs locaux. Non, c'est expliqué. Au-delà, non, je dis que ne peut pas expliquer tout. Non, comprenons-nous. Comprenez-moi, laissez-moi que je dise quelque chose. Simple. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas, plus de 60 ans après les indépendances. Non, comprenons-nous. Nous ne pouvons pas. Mais dis-moi où l'indépendance. Non, attendons. Je demande seulement, Raoult. Vas-y. Je demande seulement, explique-moi. Nous ne pouvons pas. Explique-moi. Plus de 60 ans après les indépendances. Continuer toujours à voir l'autre comme victime émissaire. Posons-nous des questions justes. Nous aussi, qui avons gouverné, c'est-à-dire qui avons eu le temps pour utiliser les leviers, les piliers de l'État pour transformer nos conditions de vie. Qu'est-ce que nous avons fait au-delà des discours sur la monnaie? Mais, restons seulement dans le cadre, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Vous n'avez pas compris ce que c'est qu'un État néocolonial. Non, ce n'est pas moi, vous pouvez parler d'État néocolonial. Si. Parce que quand vous commencez déjà, non. Quand vous parlez de Nkrumah, moi j'ai lu Nkrumah. Quand vous parlez le livre spécifique sur le colonialisme. Quand vous parlez, n'est-ce pas, de ces victimes émissaires. Quand vous avez dans un pays. Alors, vous permettez, monsieur Jou, vous permettez qu'il aille au bout de sa pensée. Quand vous parlez de cette manière, vous avez n'est-ce pas, indirectement, bien insidieusement, n'est-ce pas, donner un chèque en blanc à ceux qui gouvernent le Cameroun comme le tourne d'eau depuis plus de 40 ans. Du tout. Il faut bien comprendre que s'il faut avancer le prétexte, s'il faut avancer, comprenons-nous, s'il faut avancer le prétexte, n'est-ce pas, de la colonisation éternitaire, on va arriver à un niveau où on va même commencer à accuser les changements climatiques, on va accuser telle variable, telle variable. Posons une question simple. Est-ce que les pays qui ont accédé à l'indépendance au même moment que le Cameroun se trouvent dans le même niveau de décharge? Très bien. Très bien. Oui, donne-nous le. Si, je vais noter, Raoult. Se trouvent dans les mêmes états de décharge que le Cameroun. Je ne vois pas un seul pays qui a à peu près les mêmes niveaux de développement et qui a accédé à l'indépendance presque au même moment que le Cameroun. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Non, laissez, moi je prends le cas que je veux. Vous avez demandé que je prenne le cas de la Côte d'Ivoire. Moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire, n'est-ce pas, une étude comparative des salaires des enseignants en Côte d'Ivoire et le salaire des enseignants au Cameroun? Est-ce qu'on peut faire une étude comparative
entre le SMIC en Côte d'Ivoire Oui. et le SMIC au Cameroun. Oui, je te Est-ce réponds. qu'on peut faire une étude comparative? Vous avez parlé des routes, n'est-ce pas? Entre le nombre de kilomètres bitumables, c'est-à-dire le linéaire bitumable de En route Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire et le linéaire bitumé au Cameroun. Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? Je vais te répondre. C'est- Hein. Non, mais attendez, vous allez répondre, mais laissez-moi d'abord que moi je dis ce que je veux dire. Moi, je veux dire que il y a une tendance. Non, il y a une tendance, n'est-ce pas, à vouloir prendre le prétexte de la colonisation pour tout justifier. Moi, je suis de ceux qui pensent que. On va te répondre. Moi, je suis de ceux qui pensent que les leaders camerounais, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, ont la direction des affaires au Cameroun, n'est-ce pas, sont inscrits dans un type de contrat social avec les populations qu'ils dirigent. La preuve, lorsque vous êtes élu président de la République, vous avez un cahier de charges entre vos mains, n'est-ce pas? Et vous mettez entre les mains de celui qui est élu les moyens qui peuvent permettre à l'État de se déployer, les moyens qui permettent à l'État d'exécuter le cahier de charges pour lequel les leaders ont été élus. D'où vient-il que ces leaders qui gèrent le pays depuis plusieurs années et qui ne se sont jamais plaints que le peuple n'a pas fait sa part, n'a pas joué sa part de partition, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais plaints que le peuple n'a pas payé les impôts, le peuple n'a pas payé les taxes. D'où vient-il que, avec tout cet argent qu'on amasse, les Camerounais n'ont ni l'eau? Vous allez accuser les Européens pour le fait que les Camerounais n'ont pas d'eau. Vous allez les accuser que les Camerounais n'ont pas n'ont pas de lumière. Vous allez accuser les Européens de pas du système éducatif. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ah non, Vous citez en 30 secondes, vous allez citer par là. Un pays où on vous apprend l'histoire de l'eau. Non, laissez. C'est fondamental. Non, laissez, je vais vous dire quelque chose. Vous avez évoqué quelque chose tout à l'heure là, qui n'a pas attiré mon attention. En fait, il y a des choix. Il y a des choix politiques, il y a des choix stratégiques, n'est-ce pas, qui parfois ont pour vocation d'assujettir les peuples pour mieux régner, pour lesquels le Rhône n'a rien, l'océan n'a rien à voir avec. Si on prend le cas de ce que vous avez voulu donner certains chiffres, moi je peux le donner à votre place. Prenons le cas de la formation dans les écoles au Cameroun. Je vous donne un rapport de l'INS de 2018. C'est un rapport qui a été rendu public après les enquêtes que les entreprises, le GICAM a eu à faire, n'est-ce pas, sur les entreprises au Cameroun, relativement au niveau d'éducation, n'est-ce pas, des chefs d'entreprise. Il est écrit dans un rapport que sur 100 chefs d'entreprise pris au hasard au Cameroun, 47 ont le niveau du primaire, 28 ont le niveau du secondaire, seuls 7 ont le niveau du supérieur. Ça veut dire que concrètement, on est dans quelle situation? On est dans une situation où l'ordre gouvernant, l'ordre dominant a voulu que la capacité entrepreneuriale décolle avec la formation intellectuelle. Mais est-ce que le temps que notre gouvernant a passé au pouvoir, il ne pouvait pas corriger cela? Pourquoi tous les jours, on produit le même discours, on accuse les autres? Merci Raoul, c'est suivi. Oui. Voilà mon opinion. Parfois, n'est-ce pas? Parfois, dans ce que nous faisons, on doit reconnaître notre part. J'ai tout noté. Et se dire que dans ce que nous faisons, n'est-ce pas, même s'il peut avoir l'influence de l'autre, notre part, si tu estimes qu'il n'y a pas d'influence. Merci. Alors justement, vous aurez le temps de revenir. Je dois rappeler que nous avons encore exactement 10 minutes. Et ce sont ces 10 minutes que nous allons utiliser pour justement avoir en ligne Hilaire Amakoué, avec qui nous serons en ligne pour pratiquement 2 à 3 minutes, qui s'étendra sur la question de la liberté de la presse, dont la journée a été célébrée pratiquement hier. Vous répondrez, Président, lors de votre temps de parole, peut-être, si vous le voudrez. Alors, le temps peut-être de la technique de nous mettre en liaison avec Hilaire Amakoué, qui est membre du SNJC, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui donnera justement son point de vue sur la question de la liberté de la presse au Cameroun. Est-ce que le journaliste est véritablement libre? Le temps, justement, que cette liaison s'établisse, nous revenons. Il y avait des volontés, ou encore des velléités, ou encore des volontés de réponse. Mais avant vous, je crois qu'il y a justement Monsieur Raymond Biry qui était brûlant. Vous étiez très brûlant. Rappelons, pour recentrer les choses, que nous parlons toujours de cette question de désertion des soldats russes, des soldats camerounais pour les rangs russes. Oui, c'est vrai que le débat est parti de la situation russe, est devenu un peu panafricaniste. Mais je veux simplement dire, je sais que M. Bandakani a préparé beaucoup de réponses
Et comme il dit souvent, il va atomiser, monsieur le mot. Non, il ne peut pas. Non, pas Vraiment, regardons les choses simplement. Moi, ce qui me rend fier d'être Camerounais, d'être patriote, c'est que quand je regarde ma ville de Douala, moi je suis né, j'ai grandi à Douala, et que je vois les immeubles pousser à Bonanjo, je suis très content quand je me pose la question, on dit ça appartient à Fengyo, à Kouchoungouin, ou je ne sais pas moi, à Kadji. Oui. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, les éléments du néocolonialisme sont présents sous vos yeux. Alors, c'est-à-dire quand vous avez la parole, vous la gardez. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Vous avez la parole, Raymond. Raymond, vous avez la parole. Vous la gardez. Le temps pour nous de prendre. Il est Amakoué en ligne qui est avec nous. On va réagir. On va revenir. Vous permettez. Alors, il est Amakoué. Il est journaliste. Vous permettez. Raoul, vous permettez. Président Balakani, vous permettez. Juste quelques secondes. Alors, nous avons Hilaire Amakoué en ligne. Il est journaliste. Nous avons besoin notamment de l'avoir et avoir son opinion sur cette question de la liberté de la presse. Hilaire, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous recevoir en tout cas chez vous. Et nous sommes en direct sur Balafon Télévision à l'émission Accent 237. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale. C'était hier pour la célébration de la journée de la liberté de la presse. Vous êtes un homme de terrain, un journaliste de pointe. Quelle est votre opinion en ce qui concerne justement la question de la liberté de la presse au Cameroun? Est-ce que le journaliste véritablement est-il libre? Non, nous vivons au Cameroun un pluralisme médiatique de façade. Tout simplement parce que quand on regarde le nombre de titres qui paraissent au Cameroun au quotidien, quand on voit le nombre des journaux, quand on voit le nombre de radios, quand on voit le nombre de télévisions, on peut avoir l'impression que le Cameroun, en matière de médias, en matière de liberté de presse, est très avancé. Mais, à contrario, quand on regarde ce qui se passe au quotidien, les journalistes qui sont filés, les journalistes qui sont brutalisés, l'immixtion du gouvernement dans les lignes éditoriales des médias, parfois même des assassinats des journalistes. Quand on a regardé tout ça, on se rend compte que le pluralisme médiatique au Cameroun n'est que de façade. Et la liberté de presse au Cameroun est une conquête permanente qu'on n'a pas encore eue. D'ailleurs, quand on voit le ranking de Reporters sans frontières, on se rend compte, il y a 10 ans, depuis 10 ans, le Cameroun n'a pas encore eu un classement de 2 chiffres. Le Cameroun a toujours un classement de 3 chiffres. Et aussi entre 118e et 138e place sur 180. Je crois que tout ça, ça montre clairement qu'il n'y a pas de liberté de presse au Cameroun. Alors, Hilaire Amakoué, vous êtes un journaliste principal, mais vous avez parlé, semblé jeter l'anathème sur l'ordre dirigeant. On regarde aussi, dans cette pluralité de médias qu'on note, il y a aussi que quelquefois les patrons de presse eux-mêmes ne montrent pas patte blanche lorsque les journalistes sont pratiquement payés dans la plupart de ces chaînes au lance-pierre. Est-ce que là encore on va imputer cette responsabilité à l'ordre dirigeant? Non, ben, je crois que la responsabilité de l'État n'est pas à négliger dans ce tableau que vous peignez là. Hein, parce que il y a une convention collective qui a été signée depuis 2008 et qui n'est pas mise en application. N'est pas mise en application parce que nos patrons exigent l'application de la convention de Florence. Alors, ce n'est pas nous, les travailleurs, qui devons appliquer la convention de Florence. Donc, les patrons refusent d'appliquer la convention collective et cela nous pénalise alors que c'est plutôt vis-à-vis de l'État que ces exigences devaient avoir lieu. Bon, maintenant, quant à ce qui concerne la toilette des médias, je crois que le Cameroun n'est pas le seul pays au monde où il existe la presse poubelle. Donc, quand on parle de la presse,
on met de côté la presse poubelle. On parle là des vrais organes de presse, on parle là des vraies entreprises de presse, et on met de côté la presse poubelle. Alors, est-ce qu'il y aurait une solution que vous proposeriez en 30 secondes, Hilaire Amakwe, pour pouvoir avoir une véritable liberté de presse et un épanouissement bien rempli du journaliste dans l'exercice des fonctions au Cameroun? Non, la première chose est que tout le monde puisse comprendre que la lutte pour la liberté de la presse ne concerne pas seulement les journalistes. Cette lutte-là concerne tous les Camerounais, parce que c'est pour l'intérêt des Camerounais que les journalistes travaillent. Donc, le peuple camerounais doit se joindre à nous dans cette lutte-là. Bon, il en est de même pour nos employeurs. Nos employeurs ne doivent pas nous laisser seuls sur ce terrain de la lutte. Et enfin, c'est-à-dire, nos employeurs non seulement ne doivent pas nous laisser seuls sur ce terrain de lutte, mais nos employeurs doivent nécessairement se constituer en syndicats, comme nous avons pu faire, et ensemble, nous allons mettre en place un organe de paix pour regarder tous les problèmes de la presse et y trouver une solution. Parce que dans notre pays, cette particularité est que quand on veut régler le problème des médecins, on va chercher les médecins. Quand on veut régler le problème des avocats, on va chercher les avocats. Mais quand on veut régler le problème des journalistes, on convoque les philosophes, les juristes et autres, et on trouve toujours un moyen pour écarter les journalistes de la décision à prendre concernant leur métier. On ne peut pas coiffer quelqu'un à son absence. Merci beaucoup, Hilaire Amakwe. Rappelons que nous aurons l'occasion d'en débattre encore plus largement dans le cadre d'une autre tribune qui sera consacrée notamment à cette question de la liberté de presse, alors que là, nous avons exactement 4 minutes. Nous le dit-on au niveau de la régie, le temps passe visiblement assez vite. Justement, Président Banakani, ce sera 1 minute pour chacun des panélistes pour pouvoir sortir. Vous avez 1 minute, Président Banakani. Nous abordons cette question notamment de la liberté de la presse. Quel est Alors, allez-y, vous avez 1 minute de toutes les façons. Je pense qu'on ne peut pas nier l'histoire de son pays. Oui. On ne peut pas nier l'histoire de l'Afrique. Vous ne racontez pas qu'un continent qui a connu l'esclavage, qui a connu la colonisation, et qui est dans le néocolonialisme, vous venez dire que non, ces problèmes sont le problème des États qui n'ont même pas 50, 60 ans. Alors qu'on est dans des problèmes qui durent pratiquement 2000 ans. C'est quand même grossier. Donc on est dans la continuité coloniale. Ceux qui parlent comme ça sont ceux qui justement sont les agents de l'Occident et qui veulent remplacer l'endocolonial local. Je dis bien endocolonial, s'il comprend le mot, il comprend que je l'ai répondu. L'endocolonial local est une création de l'Occident, justement. C'est là l'erreur que tu fais. C'est-à-dire que tu fais comme si ceux qui sont là sont des personnes que les Camerounais ont choisies dans le cadre d'une lutte historique et ils ont placé là. Ceux-là, quand le colon est parti, il les a mis là pour qu'ils fassent ce qu'ils font. Il y a des nuances, il y a des évolutions entre eux. Vous comprenez? Mais c'est ça qui est fondamentalement vrai. Osez prendre Ouattara comme modèle sur un plateau, ça démontre votre projet. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est vendue. Vendue à l'étranger. Merci, Président. Vous venez dire sur un plateau que, voilà, vous connaissez donc. Je prends cet exemple parce que je prends l'exemple là. Le prendre, ça veut dire que tu peux. C'est-à-dire qu'on ne vient pas t'écouter parce que le Cameroun, lui, n'est pas vendu. Alors là, il n'est pas vendu au moins. Président. Ouattara, Président. C'est pas nous écouter. Allez, lisez le rapport de la BAD. Parce que ce monsieur-là, je donne le référence. Rapport de la BAD. Même les rapports du FMI, même les rapports de l'Union européenne, les rapports secrets. Allez lire ce que l'Union européenne, qui l'ont placé au pouvoir, disent du régime ivoirien. C'est quand même extraordinaire. La Côte d'Ivoire est vendue. Merci, Président Banakani. Président, merci beaucoup. Malheureusement, on nous fait signe à la régie que nous n'avons plus de temps, qu'on est obligé de couper cette émission alors que justement on laisse les uns et les autres sur leur soif. Merci infiniment, Président Banakani. Vous voyez, on a eu du mal à vous couper parce qu'un président, ça ne se coupe pas, on ne sait jamais. Merci. On va revenir avec le débat. Alors, Clément Jou, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Monsieur Raymond Biri, je vous dis encore 1000 fois merci parce que vous êtes
énormément occupé tout autant que le président et vos copanélistes, mais vous avez pris et trouvé du temps pour nous ce soir. Raoul, comme je vous appelle, Mbombo, merci beaucoup d'être venu. Merci. Je voudrais aussi vous dire que ce ne sont pas les Français qui vont venir ramasser les ordures. Merci. Voilà. C'est suivi. Alors, un merci vibrant revient effectivement à... J'espère que ce sont pas les Français. J'espère que ce ne sont pas les Français.